Aujourd'hui, c'est le cadre fiscal en fait français qui bloque, qui fait Mmh. que justement, la personne est obligée d'être dans une thésaurisation. Donc je garde mes bitcoins, je vais aller faire peut-être un prêt lombard en fait pour avoir de l'argent à dépenser, mais jamais je dépense mes bitcoins parce que pour acheter quelque chose en fait en bitcoin, on a le fait générateur d'impôts et ce que tu décrivais tout à l'heure qui est d'une lourdeur incompréhensible d'aller faire des déclarations en fait dans un formulaire parce qu'on a acheté quelque chose. Enfin, il y a eu beaucoup de bruit sur ce sujet, mais très peu de personnes ont parlé du point qui pour moi était fondamental, c'est-à-dire qu'on montre que la blockchain Bitcoin est bat à plate couture en fait Swift sur les transferts. Mais ça, c'est un droit limite qui est refusé parce qu'on se dit, si tu le fais, c'est que tu as quelque chose à cacher, c'est parce que tu veux frauder le fisc. Donc, on va t'obliger en fait à donner les données qui vont finir en fait inévitablement sur le dark web pour des gens qui vont chercher en fait à te faire du mal. Or, on voit très bien qu'aujourd'hui, les institutions, elles sont pas capables de protéger les données personnelles en fait des individus. Donc, c'est à chacun de protéger ses informations. Et mon idée, en fait, c'est pas forcément en fait de faire des investissements en me disant je vais faire x10 en fait en un an, mais vraiment de construire un portefeuille en fait sur le temps long. Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle interview où nous allons ensemble entrer dans la tête d'une investisseuse ou d'un investisseur crypto. L'objectif de ce format est simple, apprendre des expériences des autres, comprendre leurs réussites et leurs erreurs et surtout pouvoir en tirer des enseignements concrets pour pouvoir affiner notre propre approche. Chaque investisseur a une histoire unique, des stratégies qui lui sont propres et une vision du marché qui peut nous inspirer. Toutefois, avant de commencer, je dois vous rappeler que cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Que ce soit les invités ou parfois moi-même, nous parlons d'argent, nous parlons d'investissement, nous parlons de projet, nous donnons notre vision sur le marché et tout cela n'engage que nous et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Ceci étant dit, on attaque par ce nouvel épisode. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Avant de continuer, un petit mot sur le partenaire de cette vidéo que je remercie car il permet de financer le contenu proposé sur cette chaîne. Il y a d'ailleurs un bonus de bienvenue de 50 € pour ceux qui passeront par mon lien d'affiliation. Pour ceux qui ne connaissent pas Bitpanda, la plateforme a été créée en 2014 en Autriche, donc ça ne date pas d'hier, déjà plus de 11 ans d'existence. C'est une des premières entreprises à avoir obtenu l'agrément MiCA à travers la BaFin, qui est le gendarme financier allemand. C'est une plateforme très complète et je suis loin d'être le seul à l'utiliser puisqu'il y a déjà 7 millions d'investisseurs qui l'ont rejoint. Il y a plus de 650 cryptos qui sont disponibles et plus de 3000 actifs numériques. Elle a l'avantage d'être régulée, sécurisée et fiable et de pouvoir comporter un peu toutes les classes d'actifs. On retrouve donc bien évidemment les cryptos, mais il y a aussi les métaux, les actions, les ETF, les matières premières et également des indices crypto. Attention toutefois aux indices par rapport à la fiscalité. Elle est simple et intuitive et dispose de fonctionnalités très intéressantes comme un plan d'épargne Bitcoin ou encore la possibilité de mettre des ordres limites et également la possibilité de faire travailler son cash avec Bitpanda Cash Plus. C'est également une plateforme qui est innovante et qui développe de nouvelles fonctionnalités pour être de plus en plus connectée à la finance décentralisée. Au niveau des frais et des commissions, on est dans la moyenne des courtiers comme Finari ou Swissborg, mais on reste plus élevé que certaines plateformes 100% crypto comme Binance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous le retrouverez sur ma chaîne. J'ai également fait une vidéo pour comparer différentes plateformes. Je vous mets le lien pour en savoir plus. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire via mon lien d'affiliation pour pouvoir bénéficier de 50 € offerts en Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elodie Luet, ingénieure informatique de formation. Après avoir travaillé pour IBM et OVH Cloud, entre autres, elle a décidé de se lancer dans une aventure entrepreneuriale en lançant son entreprise SkyWallet. Elle accompagne les entreprises et les entrepreneurs dans la compréhension de Bitcoin et des cryptos, ainsi que de leur utilisation au sein de leur structure. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous partager son parcours, sa vision et son expertise dans l'implémentation de la crypto au sein des entreprises. Bienvenue Elodie et merci d'être là. Merci Joe pour ton invitation. Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Pour commencer, peux-tu nous raconter comment tu as découvert les cryptos, ce qui t'a motivé à investir, puis à créer une activité dans ce secteur? Alors donc les cryptos, on va dire, je les ai découverts un peu comme tout le monde. Donc sur différentes phases. La première phase, on en entend parler, on se dit mais c'est quoi ce scam?
Ensuite, on en entend reparler une deuxième fois. On se dit, ah bah c'est trop tard pour investir. Bitcoin est déjà assez haut. Et puis, une troisième étape où on se dit, bon, là, je vais en acheter un tout petit peu quand même euh, pour voir ce que ça fait. Et puis, après, on rentre dans le terrier du lapin. Donc, voilà, je suis passé vraiment par les phases classiques. Donc, moi, c'est par Ethereum, en fait, parce que j'avais déjà entendu parler de Bitcoin avant, on va dire un peu comme tout le monde. Ethereum, est revenu parce que c'était, on va dire, dans le cadre de mon activité chez EDF. J'avais un collègue qui développait un projet là-dessus, donc un projet de traçabilité de l'électricité verte en utilisant Ethereum. Et puis du coup, il m'avait sollicité pour l'aider sur la partie opérationnelle en fait de son projet. Donc c'est comme ça que j'ai re-entendu parler des cryptos de façon générale. Mais à l'époque, c'était plutôt Bitcoin, c'est pour les criminels, c'est un scam. La vraie révolution, c'est la blockchain. Donc on parlait plutôt blockchain à l'époque plutôt que Bitcoin. C'était en quelle année? C'était en 2018, 2017, 2018 que voilà, j'avais travaillé avec le collègue. Ensuite, je suis parti de chez EDF. J'ai rejoint OVH Cloud. On va dire les sujets blockchain et tout ça sont passés vraiment très très loin, on va dire en fond. Et ensuite, j'ai rejoint IBM. Et pareil, les sujets crypto n'étaient pas du tout en fait dans mon cœur de métier avant. Donc, ce que je faisais plutôt, c'était ingénieur de production, donc vraiment tout ce qui est monitoring et puis gestion en fait des incidents en production et l'outillage en fait pour administrer une production informatique. Et je me suis intéressé à l'investissement, on va dire fin 2022, début 2023. J'ai commencé à me dire ah tiens ce serait pas mal en fait de commencer à investir notamment en bourse. Donc je me suis renseigné sur les ETF, sur comment on constitue un portefeuille équilibré et tout ça. Et d'ailleurs ça a commencé un peu plus tôt en 2021 parce que je suis arrivé chez OVH Cloud et il y avait l'IPO en fait d'OVH. Et du coup, j'ai ouvert un compte titre et puis pris quelques actions en fait d'OVH. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mis, on va dire, le pied en fait dans l'investissement. Et puis du coup, de fil en aiguille, je suis arrivé en fait à la classe d'actifs crypto. Et le premier truc qui était assez étonnant, c'est que je me suis dit mais waouh, enfin parce qu'en tant qu'ingénieur, j'aurais dû m'intéresser au cœur en fait du fonctionnement plus tôt parce que les mécanismes en fait qui sont développés dedans me parlent et puis c'est quand même mon métier l'informatique et là c'est un pan de l'informatique et j'aurais pu m'intéresser plus tôt donc on va dire un petit regret par rapport à ça. Donc je me dis tiens avant d'investir, enfin faut que je m'intéresse pour comprendre en fait de quoi il s'agit, c'est quoi Bitcoin, c'est quoi la différence entre Bitcoin et Ethereum et donc je commence à creuser et puis j'imagine, voilà, comme tout le monde, je commence à devenir, on va dire, boulimique en fait de connaissances sur le sujet, à écouter toutes les vidéos YouTube en fait qui passent, que ce soit en français ou en anglais, à lire en fait pas mal de bouquins en tout cas sur le sujet pour bien comprendre ce que c'était. Et puis du coup suivre en fait l'actualité quasiment en fait au quotidien, vraiment pour bien comprendre en fait le secteur d'activité. Et puis du coup, je finis par me former chez Alira. Donc j'enchaîne deux formations chez Alira, la formation consulting blockchain et la formation DeFi, donc finance décentralisée, parce que à un moment donné, je me dis mais ce truc-là, c'est vraiment la révolution, parce qu'on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, mais vraiment la partie blockchain et crypto, c'est une révolution en fait, notamment sur les transactions. Et je me suis même étonné que les entreprises n'utilisent pas plus Bitcoin et par exemple les stablecoins. Donc je me dis bon, il y a quelque chose à faire là-dedans. Donc je me forme chez Alira dans l'objectif en fait de monter ma structure. Voilà, ce que j'ai fait en mars 2025. Ok. Et donc là, ça t'a amené à créer une entreprise qui, Ouais. qui accompagne les entrepreneurs, les personnes qui veulent intégrer Bitcoin et les cryptos dans
dans leur fonctionnement, dans leur trésorerie, dans leurs moyens de paiement? Alors, en fait, je me suis dit la partie moyen de paiement parce que justement, quand je commence à m'intéresser à ce sujet, le premier truc qui me frappe, c'est qu'effectivement, parce que on va dire quand on est loin du sujet, on entend Bitcoin, c'est un actif, c'est une monnaie, etc., etc. Mmh. Mais quand je lis le white paper de Bitcoin, je me dis ah tiens, en fait, en réalité, c'est un réseau de paiement, le truc. Mmh. Parce qu'il y a le fonctionnement en réseau, donc avec les nœuds et tout ça. Et puis, on peut faire des transactions qui sont beaucoup plus rapides, en tout cas quand on les compare aux transactions internationales, donc sur Swift. Et en plus, il n'y a pas de plafond Oui. et on est autonome en fait pour faire sa transaction. Donc automatiquement, je me dis ah tiens, ça c'est vraiment pratique pour une entreprise, notamment une boîte qui a une dimension internationale, de pouvoir utiliser quelque chose qui va lui permettre de faire ses échanges avec ses clients ou ses fournisseurs à moindre frais, de façon autonome, sans plafond. Et puis en fait, de par mes origines en fait ivoiriennes, moi je connecte tout de suite avec les problèmes que ça peut résoudre avec les entreprises qui sont dans la zone CFA notamment. Parce que ces entreprises, elles ont, on va dire, une double peine. C'est que la monnaie, en fait, le CFA, c'est pas vraiment une monnaie qui est reconnue à l'international. Donc, quand elles veulent Mmh. faire des transactions, elles sont obligées de passer par des devises type euro ou dollar. Voilà. Donc Ouais. là, elles se prennent un premier shot en fait de frais. Mmh. Ensuite, elles doivent transformer ces euros ou dollars en fait dans la devise en fait du fournisseur, parce que souvent en fait elles interagissent avec la Chine. Donc ensuite, on se prend Mmh. le deuxième shot de frais et en plus on se prend les délais et on se prend les plafonds. Donc Mmh. tout de suite, je me suis dit mais tiens en fait Bitcoin en fait résout tous ces problèmes en fait pour les entreprises. Donc et puis même moi j'ai connecté ça pour les entreprises africaines, mais même en France, même si on va dire on passe pas par le côté changement de, enfin si quand même avec les changements de devises, mais souvent les entreprises qui ont plusieurs filiales, elles peuvent se retrouver bloquées pour faire circuler l'argent même intra en fait entreprise. Donc du coup je me suis dit ah tiens pour les entreprises ça peut avoir du sens de proposer Bitcoin comme outil, on va dire comme rail en fait pour faire circuler les flux financiers. Les stablecoins répondent aussi en fait à ce besoin. Euh, et l'avantage de Bitcoin, c'est qu'on peut rajouter la dimension réserve de valeur. Donc pour Mmh. une entreprise, ça peut être intéressant de valoriser un excédent de trésorerie. En plus d'utiliser Bitcoin comme rail, en fait, on va utiliser aussi la partie actif pour valoriser peut-être un excédent 5 à 10% en fait de l'excédent de sa trésorerie. Mmh. Donc toi, de ce que tu as pu comprendre de la technologie blockchain, dans Ouais, l'intérêt que ça pouvait apporter au quotidien, on va dire au monde au sens large, ouais, c'est de pouvoir faire des transferts de valeur, de monnaie, d'un pays à un autre ou d'une entreprise à une autre, d'une structure à une autre, de manière rapide et sans limite, sans autorisation, sans délai et avec des frais qui vont être extrêmement limités. c'est ça. Et, et pour ça, parce que on parle de crypto, des cryptos, il y en a des millions. Ouais. Pour ça, toi, les cryptos ou les blockchains qui ont retenu ton attention, donc il y a Bitcoin et Enfin, il y a Bitcoin et les stablecoins. Donc, du coup, quand on dit stablecoin, donc ça peut circuler en fait sur plusieurs types de blockchains, hein, donc ouais. Ethereum, Tron, Solana, etc. Mais c'est vraiment la techno, enfin on va dire le type de crypto-monnaie stablecoin qui je trouve intéressant aussi en fait pour les entreprises dans ce cadre-là, parce Hmm. que les stablecoins en fait ils ont l'avantage de la, on va dire de la stabilité, on va dire du manque de volatilité justement vis-à-vis d'autres cryptos et puis par rapport en fait au dollar ou à l'euro, donc des devises que les entreprises ont l'habitude d'utiliser. Donc pour elles, on va dire mécaniquement, elles vont facilement comprendre comment les stablecoins en fait peuvent avoir un intérêt pour elles. Hmm. Parce que la volatilité de Bitcoin, ça fait peur, même si en réalité, je trouve que déjà, c'est fortement atténué et que ça représente un avantage en fait quand on se positionne en fait du côté de l'investissement. Pour une entreprise qui a un flux de trésorerie à gérer, ça peut être beaucoup plus complexe. Donc, les stablecoins vont avoir un intérêt. D'autant plus que aujourd'hui, il y a des endroits du monde en fait qui ont vraiment intégré les stablecoins en fait dans leur fonctionnement.
Donc, quand on prend en fait des pays comme le Nigeria ou même des fournisseurs en Chine, en Amérique du Sud, utiliser les stablecoins en fait pour commercer, ça commence Ouais, à devenir en fait quelque chose de normal. Donc, de courant. bah, voilà, les entreprises, elles le comprennent. Pour autant, Bitcoin aussi a un intérêt parce que Bitcoin, justement, a été créé pour pouvoir échanger de la valeur, on va dire, de façon internationale, en fait, par défaut. Donc, Bitcoin Oui. est mondial, en fait, par défaut. Donc, il peut s'utiliser partout dans le monde. Donc, ça, c'est un intérêt, en fait, pour une entreprise de ne pas passer, en fait, forcément, en fait, par les frais de change, même si à l'arrivée le fournisseur qui le reçoit, bah il va forcément avoir besoin de l'échanger en fait en devise locale pour l'utiliser. Donc Bitcoin et les stablecoins me semblaient les plus intéressantes à proposer aux entreprises. C'est Ouais, sûr qu'on va pas parler de même coin à une entreprise, quoi. ouais. Ben, disons que tu parlais de Bitcoin comme un moyen d'échange de pair à pair. C'est un peu le titre du white paper et ce qui est expliqué par Satoshi euh, dans ces quelques pages. Pour autant, aujourd'hui, dans les cas d'usage, c'est plus les stablecoins qui remplissent cette fonction et Bitcoin est plus vu comme un actif de réserve de valeur où là, ben là, on voit la mode des fonds de trésorerie, des bitcoins trésorerie, des dates, euh, où là, en fait, l'objectif, c'est juste d'accumuler du bitcoin pour, pour lever de la dette et en accumuler, en fait, toujours plus, quoi. C'est ça. Cette fonction, en fait, de monnaie aujourd'hui, moi, dans la lecture que j'ai, reste quand même très limitée. Est-ce que toi, dans ton expérience, tu as des entreprises qui utilisent Bitcoin ou ils vont plus utiliser les stablecoins? Alors il y a deux cas d'usage. Donc effectivement les entreprises qui veulent faire des transferts, donc s'échanger entre une filiale ou un on va dire un fournisseur, les stablecoins en fait sont ceux qui s'imposent en fait de façon naturelle, Mm. justement pour ces raisons de volatilité. Pour autant, les stablecoins, en fait, il faut bien voir en fait une différence fondamentale en fait avec Bitcoin, c'est que Bitcoin, il est incensurable et il est souverain. Mhm. Là où les stablecoins, en réalité, sont émis en fait par des entreprises qui Ouais. elles-mêmes sont soumises à des lois. Donc, enfin, je dis pas que Bitcoin est hors la loi, mais c'est que bah, un Tether ou un Circle régulé aux États-Unis, si à un moment donné, en fait, on lui demande de bloquer des transactions en fait pour un certain nombre d'acteurs, il le fait en fait en cliquant sur un bouton. Donc, c'est Mhm. hyper simple de geler les fonds. Sur Bitcoin, en fait, on n'a pas cette composante. Mm. Donc, il peut servir en fait pour certaines entreprises, notamment celles qui bah, vont avoir besoin de commercer avec des pays qui sont en zone grise où en fait voilà on ne sait pas trop si c'est un pays ami ou un pays ennemi. Mm. Donc voilà, donc il y a des entreprises. Pour autant en fait ces entreprises elles ne font rien de mal, elles font vraiment du commerce. Donc Ouais. elles ont besoin de pouvoir être payées, donc elles vont pouvoir l'utiliser de cette façon. Ensuite, dans le domaine du paiement, enfin je dirais retail ou de la vie quotidienne, pour moi les stablecoins sont pas du tout adaptés parce qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'intérêt bah, de quelqu'un qui vit en France, qui a des stablecoins, de payer en stablecoin. Il va payer en euros en fait directement. Euh, L'intérêt, ce serait quelqu'un qui vient de l'étranger. Donc, du coup, pour certains types d'entreprises, donc les entreprises qui sont dans le luxe ou dans des zones touristiques, bah, un touriste, en fait, peut payer avec ses USDC. Mais je vois mal, en fait, un Français qui a des USDC payer, en fait, de cette façon, sauf s'il en a plein qui viennent, en fait, d'une conversion on va dire, de gain crypto, en fait, qui l'a fait. Donc, mais en tout cas, c'est marginal. Mm. Par contre, Bitcoin, on a quand même une communauté Bitcoin, des gens qui vivent en fait sur le Bitcoin standard, donc des gens qui bah, sont vraiment, on va dire, Bitcoiners et qui veulent vraiment passer leur vie en fait que en Bitcoin, donc avoir vraiment Bitcoin comme monnaie. Et donc ces personnes en fait sont toujours à la recherche en fait d'endroits où elles vont pouvoir dépenser leur Bitcoin parce que c'est Bitcoin qui est devenu leur monnaie en fait de référence. Mm. Donc, une entreprise qui se dit bon, je vais attirer en fait cette clientèle.
elle a tout intérêt à accepter en fait les paiements en Bitcoin. Donc du coup là en fait on a une troisième façon d'utiliser Bitcoin. Donc la première, ce que j'ai dit, c'est d'utiliser comme rail international. Donc ça, les stablecoins en fait peuvent le faire aussi. L'utilisation comme réserve de valeur. Donc ça, pour moi, c'est que Bitcoin en fait qui a cet attribut. Donc je valorise un excédent de trésorerie. Et la troisième utilisation, ça peut être pour attirer en fait plus de clients. Donc se dire, bah, je vais proposer Bitcoin comme moyen de paiement pour attirer en fait la communauté de Bitcoin en fait qui souhaite payer de cette façon et qui souhaite vivre en fait sur le standard Bitcoin. Donc ça me fait en fait une clientèle en plus. Parce qu'aujourd'hui, en France, pour un citoyen français résident fiscal en France, Mmh. dès lors qu'il fait une transaction avec des stablecoins ou du Bitcoin, peu importe, n'importe quel actif numérique, c'est un fait générateur d'imposition. Et donc ça C'est ça. déclenche la déclaration l'année suivante avec le formulaire 2086, d'aller renseigner le jour, l'heure, le montant qui a été dépensé, la valorisation de son portefeuille. Bon, c'est quand même, ça peut C'est être quand lourd. même assez fastidieux, ouais. Mm. C'est ça. Bah justement, en fait, ça me fait penser à un article que je lisais récemment qui disait que Bitcoin, le projet Bitcoin en tant que monnaie, bah, la personne parlait vraiment en fait du contexte français, hein, a échoué parce que personne ne paye en Bitcoin, personne n'accepte les paiements en Bitcoin. Mais le vrai frein, en fait, c'est pas que les personnes qui ont du Bitcoin ne veulent pas payer avec. C'est cette lourdeur, en fait, administrative qui fait que quelqu'un qui veut payer en Bitcoin, qui se dit, je veux dépenser, en fait, mes Bitcoins parce que j'ai fait des grosses plus-values, je les ai depuis 5 à 10 ans et maintenant je veux les injecter dans l'économie réelle. Aujourd'hui, c'est le cadre fiscal, en fait, français qui bloque, qui fait que, justement, bah, la personne est obligée d'être dans une thésaurisation. Donc, je garde mes bitcoins. Je vais aller faire peut-être un prêt lombard, en fait, pour avoir de l'argent à dépenser. Mais jamais je dépense mes bitcoins parce que pour acheter quelque chose, en fait, en bitcoin, bah, on a le fait générateur d'impôts et ce que tu décrivais tout à l'heure, qui est d'une lourdeur incompréhensible, d'aller faire des déclarations, en fait, dans un formulaire parce qu'on a acheté quelque chose. Pour autant, les gens vont dépenser quand même leur bitcoin, mais ils vont réserver ça à des gros achats. Donc, typiquement, Mm. si je veux acheter par exemple une montre ou une voiture ou on va dire des achats qui sont un peu plus conséquents, là ça vaut le coup de pouvoir le déclarer en fait dans un formulaire parce que on va dire c'est pas un achat que je fais tous les jours. Mais par contre si je veux acheter ma baguette de pain ou faire mes courses en Bitcoin et que je dois déclarer ça à chaque tomate en fait que j'ai acheté, effectivement ça devient moins pertinent. Pour autant, il y a des commerçants, et il y en a de plus en plus qui acceptent d'être payés de cette façon. Il y a des gens quand même qui vont payer de cette façon, mais derrière, je pense qu'ils déclarent pas tous parce que c'est lourdingue en fait de se dire j'ai acheté une baguette de pain, je vais aller acheter ou alors je viens de faire mes courses donc je dois aller le déclarer en fait dans un formulaire. Donc bah, je pense que ces personnes-là auront peut-être des mauvaises surprises, mais en tout cas je pense que c'est une mesure en fait pour freiner l'adoption de Bitcoin comme monnaie pour éviter que les gens l'utilisent. Mais pour autant, il y a des gens qui le font quand même. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est la question que je voulais te poser sans vouloir t'emmener sur un terrain peut-être Non, un peu vas-y, vas-y. glissant. En fait, est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi des régulateurs pour freiner l'adoption de Bitcoin, de mettre en place des règles fiscales qui font que les gens n'ont pas intérêt à dépenser et à user de cette monnaie numérique comme une vraie monnaie pour le quotidien? Ah, mais c'est clairement ça, parce que sinon, comment expliquer parce qu'aujourd'hui, le cadre fiscal français, en fait, je le trouve absurde. D'une part, on se dit, bah, tous les échanges de crypto à crypto sont pas imposés. Mm. Donc, on va dire, nous qui sommes dans la crypto, on trouve ça très bien, mais d'un point de vue de l'État, en fait, à quoi sert en fait cette règle? Parce que du coup, bah, quelqu'un peut rester en fait dans la sphère crypto sans jamais sortir en fait dans l'économie réelle. Et du coup, on va dire ces plus-values crypto vont rien apporter entre guillemets à la société parce qu'il peut pas dépenser en fait ses cryptos chez un commerçant, il paye pas de taxes dessus. Donc, à quoi sert en fait cette mesure? À côté de ça, lorsque quelqu'un veut utiliser du Bitcoin ou d'autres cryptos sur lesquels il a fait des plus-values pour l'injecter dans l'économie réelle, pour acheter une maison ou
ou acheter quelque chose, on lui met une taxe en fait dessus qui incite les gens à conserver en fait leur crypto. Donc la fiscalité en fait aujourd'hui, elle pousse en fait, en tout cas en France, à garder ses cryptos et à ne pas les dépenser. Sauf comme je disais, pour des cas exceptionnels où on se dit bah là j'ai fait quand même une bonne plus-value, je veux refaire ma cuisine ou je veux faire des achats conséquents, donc je vais le faire quand même. Je vais quand même dépenser les cryptos ou alors payer ma flat tax et puis tant pis. Mais on n'incite pas en fait les gens vraiment à injecter en fait ces cryptos-là dans l'économie réelle. Et d'un côté, il y a des gens qui se disent bah oui mais regardez le projet Bitcoin en fait il a échoué parce que les gens ne l'utilisent pas pour payer. Mais c'est pas lié en réalité en fait à Bitcoin ou même au comportement en fait de la communauté Bitcoin. C'est juste qu'il y a des règles qui ont été mises pour bloquer l'utilisation de Bitcoin en fait comme monnaie. Et à mon avis, c'est parce que justement, en fait, on se dit, on va pousser plutôt d'autres monnaies numériques, comme l'euro en fait numérique pour pouvoir le contrôler parce que Bitcoin est incontrôlable. Ouais, tout à fait. Et du coup, c'est ça peut-être qui fait qu'aujourd'hui, Bitcoin prend plus une place de réserve de valeur que de monnaie aussi. C'est ça, exactement. Parce qu'on En tout on est cas, plus en incité à Occident. ouais, on est plus incité à le stocker qu'à le dépenser. Exactement. Après, il y a aussi, je pense, pour beaucoup, l'espérance de gain, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Quand on voit les pourcentages qui ont pu être faits et lissés sur les années passées, ça peut inciter aussi à le garder en se disant, bon, si ça continue à se valoriser autant, et puis on entend régulièrement des chiffres au fil des années, hein. Moi, j'ai découvert le Bitcoin en 2017. Au fil des années, on voit des objectifs qui sont de plus en plus hauts. Ouais, c'est ça. Donc forcément, ça peut inciter de manière directe ou indirecte à s'exposer à cet actif, puisque comme c'est pas perçu comme une monnaie, mais comme un investissement, comme pour beaucoup l'or numérique, on achète et on hold pour plus tard, quoi. Justement, c'est pour ça que moi, dans les clients en fait plutôt commerçants avec qui je discute, certains me disent, moi, accepter les paiements en Bitcoin, c'est une façon de récupérer un peu de Bitcoin. Donc, parce qu'aujourd'hui, les solutions qui permettent d'accepter du Bitcoin, il y en a quasiment toutes qui permettent de convertir automatiquement les Bitcoins reçus ou même les cryptos en euros et de le virer directement sur le compte bancaire. Certains commerçants me disent, bah non, c'est pas du tout intéressant en fait de faire ça. Si moi je veux être payé en Bitcoin, c'est pour pouvoir justement accumuler du Bitcoin à cause justement de ce que tu disais, de pouvoir compter sur le fait que ça va se valoriser dans le futur. Je sais que dans le mois, j'aurai peut-être maximum 100 ou 50 euros en Bitcoin qui vont arriver. Ça dépend en fait des produits vendus, hein, mais un petit commerçant, il va rarement avoir plus. Donc cette partie-là, ça ne sert à rien en fait de la convertir en euros. Je vais la garder en fait en Bitcoin sur un portefeuille. Ça me permet de récupérer comme ça quelques sats à gauche à droite. Oui, parce que lui, dans tous les cas, même s'il encaisse du Bitcoin, il facture en euros et il Oui, déclare une recette en euros. en euros. Voilà, c'est ça. De toute façon, l'euro, c'est la monnaie qui a cours légal en France. Donc tout Exactement. bilan comptable en fait doit être en euros. La TVA est en euros. Mais du coup, les outils justement, ils vont permettre aux clients, aux commerçants de suivre plus facilement sa comptabilité, de savoir tous les paiements qui sont arrivés en Bitcoin ou autres crypto, mais son chiffre d'affaires est déclaré full en euros. Donc aujourd'hui, Bitcoin, tu l'as dit, hein, dans les pays occidentaux, même on peut dire, ouais, je sais pas si aux États-Unis c'est un peu comme en Europe, mais c'est vraiment la réserve de valeur en tout cas qui est en train de prendre le dessus sur la monnaie. Ouais. Toi j'ai vu sur ta chaîne, hein, tu as pas mal d'échanges avec des gens qui travaillent en Afrique ou qui ont des liens avec l'Afrique, et tu l'as rappelé toi aussi tout à l'heure en introduction. Ça se passe comment dans certains pays ou par rapport à ce que tu as pu avoir comme information, échange? Alors, il y a plusieurs, on va dire, c'est très hétérogène. Ouais. C'est très, très hétérogène, en fait, les usages. D'un pays à un autre, en fait, on a des usages différents. Mais en tout cas, ce qui prédomine, c'est que on n'a pas, en fait, des barrières fiscales à l'utilisation de Bitcoin dans la vie de tous les jours. Donc, les gens l'utilisent. Il y a des pays où Bitcoin est utilisé pour payer.
Donc quelqu'un qui vient avec ses bitcoins peut les dépenser en fait sur place pour autant qu'il trouve un commerçant qui l'accepte. Et c'est vraiment cette partie en fait qui manque, c'est que la différence en Europe en fait, on a de plus en plus en Occident, de plus en plus de commerçants, d'entreprises qui se disent bah j'accepte d'être payé en bitcoin. Mais en face, à cause en fait des limites fiscales, ils vont avoir vraiment pas beaucoup de clients qui vont venir payer de cette façon. Pour autant, eux, ça les intéresse en fait d'afficher qu'ils le font. Et puis ils se disent bah on se prépare au cas où fiscalement ça change. Par contre, en Afrique, et ça dépend vraiment des pays. Il y a des pays en fait où il y a très peu de commerçants qui acceptent les paiements en Bitcoin. Pour autant, en fait, il n'y a pas de limitation fiscale. Donc, quelqu'un là-bas pourrait dépenser ses bitcoins et vivre sur le bitcoin standard tranquillement, sans qu'on lui ponctionne en fait au niveau des impôts et sans avoir à déclarer en fait dans un formulaire. Donc, ce qui manque, et puis il y a plein de personnes justement avec lesquelles j'ai pu discuter qui travaillent sur faire l'évangélisation auprès des commerçants et des entreprises pour qu'elles acceptent en fait d'être payées en bitcoin. Et il y a une grosse différence aussi qui est constatée entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. En Afrique anglophone, donc dans certains pays comme le Kenya, etc., en fait, ou l'Éthiopie, en fait, on trouve plus facilement des gens qui vont accepter d'être payés en Bitcoin que dans l'Afrique francophone, où majoritairement la monnaie qui est utilisée c'est le franc CFA, monnaie qui est très ancrée en fait dans les âges des gens, et les gens ont très peu se disent il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait à utiliser autre chose que cette monnaie, donc ils n'ont pas, on va dire, ils ne perçoivent pas trop l'inflation parce que cette monnaie, elle est arrimée à l'euro avec une inflation qui est très, très contrôlée. Donc, les gens perçoivent très peu l'intérêt, en fait, d'utiliser autre chose. Pour autant, il y a pas mal d'initiatives en Afrique francophone pour démocratiser Bitcoin, pour que les gens, en fait, commencent à l'utiliser. Mais on sent aussi que le discours, il est en train de glisser vers l'utilisation comme réserve de valeur. Et les stablecoins arrivent en fait à commencer à s'imposer comme solution pour les entreprises, pour les problématiques que je t'évoquais en fait tout à l'heure, où en fait sur le chemin de l'argent entre l'entreprise et son fournisseur ou ses clients, en fait, tu as tout le monde qui se sert en fait sur le chemin, donc on peut arriver à des aberrations comme 10 à 15% en fait de frais pour une transaction. Ouais, waouh. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est énorme. Ah, Et, c'est énorme. et les stablecoins sont vraiment en train de prendre une part de marché des transferts internationaux ou même nationaux. C'est énorme. C'est énorme. Ce qui illustre bien ça, c'est qu'une société telle que Western Union, Western Union qui est quand même connue en fait, qui fait, je pense, beaucoup de son chiffre d'affaires dans les transferts de la diaspora, des diasporas en fait vers leur pays d'origine. Ils se sont mis aussi en fait, ils ont fait une annonce récemment sur les stablecoins parce que ça leur grignote des parts de marché et ce n'est que le début. Donc ils ont plutôt intérêt en fait à s'aligner, sinon je pense qu'ils vont fermer boutique dans quelques années. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est sûr que toutes ces sociétés qui permettent le transfert d'argent, je pense également, je sais pas si ça existe toujours, MoneyGram ou ce genre d'entreprise, c'est soit ils s'adaptent, soit ils intègrent aussi les stablecoins, soit ils seront amenés à disparaître. Parce qu'aujourd'hui, derrière les stablecoins, parce qu'on parle de stablecoins, mais c'est 99,5% de stablecoins dollars. Derrière, il y a quand même une volonté des États-Unis de pouvoir diffuser leurs dollars maintenant au travers de cette monnaie numérique. Parce que derrière, il y a des bons du trésor américain qui sont achetés en garantie, ça permet de soutenir la dette américaine. Enfin, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément visibles par tout le monde, en tout cas par les utilisateurs. Mais en fait, il faut savoir que chaque fois qu'on utilise un stablecoin dollar, quelque part, on soutient l'économie américaine. Ouais, c'est ça. Justement, en fait, j'ai mon dernier invité sur mon podcast, il disait que les stablecoins dollars, en réalité, c'est pas des stablecoins qui sont faits pour les pays africains. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on affaiblit en fait notre monnaie en utilisant en fait ces stablecoins de façon on va dire intempestive comme c'est le cas aujourd'hui. Et au final, en fait, le bénéfice de ça, c'est pour la population américaine parce que justement, on achète de la dette
américaine, ce qui permet aux États-Unis de financer leur croissance économique, en tout cas, ou les politiques internes. Pour autant, à un moment donné, les gens n'ont pas eu vraiment le choix. C'est pour ça que moi j'ai trouvé dommage en fait que l'Europe n'ait pas saisi en fait l'arrivée des stablecoins parce que clairement il y avait en fait la place pour être un concurrent sérieux au dollar dans les pays qui n'ont vraiment pas d'autre choix en fait que d'utiliser les stablecoins. Ouais. Donc pourquoi ces pays n'avaient pas le choix d'utiliser les stablecoins? Pour les raisons en fait d'inflation. Donc des pays en fait avec une inflation qui est complètement délirante. Donc ils étaient toujours à la recherche de toute façon de devises pour pouvoir protéger leur pouvoir d'achat. Ouais. Ensuite, les pays qui sont enclavés de façon monétaire. Donc ça, c'est le cas de la zone CFA. On ressent pas vraiment cette inflation, même si elle existe, parce qu'on va dire c'est arrimé à l'euro. Donc on va dire on a une inflation qui est tellement lente qu'on se dit elle n'existe pas. Sauf qu'au bout de 20 ans, on se rend compte quand même que les prix ont pas mal augmenté. Donc dans ces pays-là, la problématique c'est que SWIFT ou d'autres systèmes de transfert d'argent sont beaucoup trop chers. Donc, les entreprises, elles sont toujours à la recherche de moyens en fait de ne pas en fait avoir des frais de rémittance. Donc là, l'euro aurait pu se positionner avec des stablecoins euros forts en disant on prend en fait cette place et puis on connaît bien l'influence en fait de l'Europe dans la zone CFA. Je pense que l'euro aurait eu très peu de mal en fait à s'imposer. Donc avec un stablecoin euro qui est utilisé par les pays de cette zone pour pouvoir commercer en fait avec les stablecoins. Donc l'Europe a manqué, à mon avis, en fait, une occasion de faire que l'euro devienne vraiment une monnaie internationale qui concurrence en fait le dollar, parce que les stablecoins auraient permis en fait de le faire. Et puis peut-être pourquoi pas adosser à des mécanismes en fait comme font les Américains pour en faire profiter en fait l'économie européenne. C'est quelque chose que tu as étudié, tu as une idée de pourquoi l'Europe n'a pas saisi cette opportunité? Pourquoi ils ont pris la voie des monnaies numériques de banque centrale? J'avoue que en fait je me suis contenté entre guillemets d'écouter des experts en fait sur le sujet pour voir en fait ce qu'ils en pensent, mais ce qui ressort c'est que c'est plutôt une question de d'idéologie. Oui. Donc une idéologie qui était de se dire nous on veut pas faire comme les Américains, on veut quelque chose en fait de souverain et que la technologie blockchain, donc que ce soit Ethereum, Bitcoin, etc., est un peu taguée comme soit hors la loi, soit américain. Donc on va le réguler en fait à outrance avec MiCA parce que c'est un truc qui est réservé aux criminels, qui est réservé au blanchiment d'argent. Donc nous on n'en veut pas. Donc une fois qu'ils ont exposé en fait ce type de position, politiquement c'est très dur en fait de revenir en arrière dessus parce que quand on remonte dans l'histoire, les premiers articles très critiques sur Bitcoin, notamment sur le fait que Bitcoin pollue, venaient de fonctionnaires de la Banque centrale. Donc quand on a une organisation qui s'est positionnée de façon aussi forte sur un sujet, c'est très difficile en fait pour elle de faire machine arrière, quoi. Ouais, je trouve que oui, effectivement, je te rejoins, c'est très difficile. Maintenant, là où je vois des fois un peu je sais pas si on peut qualifier ça d'intelligence, mais il y a beaucoup de gros acteurs américains qui ont su pivoter en fait. Je pense à BlackRock, je pense à JP Morgan. En fait, Vanguard. Vanguard récemment. En fait, tous les gros acteurs financiers ont été très très critiques à l'égard de Bitcoin à ses débuts quand ils ont commencé à en entendre parler. Mais ils ont tous fait le pivot quasiment. Ou s'ils l'ont pas encore fait, ça ne saurait tarder. Et pourquoi? En fait, moi au début je me disais qu'ils étaient incompétents. Maintenant je me dis non, ils ont compris. C'est juste effectivement comme tu dis une idéologie, un choix d'orientation, de dire non, nous on va pas laisser faire comme chacun l'entend, on va pas faire comme les Américains. On va contrôler et on va mettre ça en place. Mais ça fait peur quand même, hein. Au niveau des libertés individuelles, là, c'est vrai que ce qui arrive d'Act8 et d'autres textes au niveau français, cette semaine, j'ai lu que le Parlement avait voté un amendement qui oblige la déclaration de portefeuille auto-hébergé au-delà de 5 000 euros, je crois.
Enfin, exactement. c'est fou. Bah, c'est que il y a aussi ce côté-là qui explique les décisions, c'est cette volonté de contrôle. En se Mmh. disant, les stablecoins, au final, ce serait quoi? Ce serait de se dire, on va le laisser à des acteurs privés, bah, comme ils font les Américains. En Mmh. réalité, les Américains, ce qu'ils font, en fait, c'est des monnaies numériques aussi. Donc, Oui. ce qu'ils se sont dit, c'est que, bah, au lieu de dépenser des milliards pour créer une autre infrastructure pour faire une monnaie numérique de banque centrale, nos acteurs privés l'ont déjà fait. Tether l'a déjà fait, Circle l'a déjà fait. Mmh. Bah, on va juste réglementer le truc pour être sûr que tous les flux vont en fait pour alimenter notre dette, puisque les Chinois sont en train, les pays asiatiques en tout cas sont en train de se désengager pour acheter de l'or, donc ils laissent en fait la dette américaine. Donc on a déjà en fait le candidat idéal pour faire à la Mmh. fois en fait une monnaie numérique, mais également en fait pour acheter en fait notre dette que plus personne ne veut. Ouais. Donc, ils ont entre guillemets rien à faire. Les acteurs privés en fait font ce qu'il y a à faire. Et de l'autre côté, ils se disent quand même que de toute façon en fait le dollar, vu les montants faramineux en fait de la dette, il faut pouvoir le baquer aussi par quelque chose. On a l'or, mais on commence aussi à acheter du Bitcoin Mmh. pour avoir en fait des réserves stratégiques sur le long terme. Donc, le calcul il était vite fait chez eux. En Europe, l'idée, c'est au lieu de, parce que je pense que ça vient aussi en fait du fonctionnement peut-être des institutions européennes qui ont ce côté de, bah nous, c'est très administratif. Donc, il faut que l'administration trouve une façon en fait de survivre. Donc, on va se récupérer des pouvoirs en fait, soi-disant régaliens. La monnaie, en fait, c'est pas une affaire d'acteurs privés, c'est une affaire en fait Mmh. d'institutions. Donc, on va pas le laisser en fait à des acteurs, ni même les banques qui sont aussi en fait des Mmh. acteurs en fait de l'écosystème financier qui auraient Ouais. pu, voilà, des sociétés générales. Je pense qu'on n'aurait aucun eu de mal à. Bah, d'ailleurs, ils l'ont fait. Ils ont fait Mmh. l'euro CV, Ouais. mais avec des limitations en fait qui sont folles. Mmh. Ils ont même été obligés en fait de créer un stablecoin dollar. Ils l'ont fait pour pouvoir en fait jouer au jeu de la DeFi en fait aussi, parce que Mmh. la DeFi en euros en fait c'est ridicule parce qu'il n'y a pas assez Exactement. de volumes qui sont autorisés. Donc l'Europe, je pense que c'est vraiment ce côté administratif. On veut que le pouvoir de la monnaie reste dans les mains en fait d'une entité centralisée. Il est Ouais. hors de question à le donner à des acteurs privés. Donc on va trouver en fait un moyen de refaire des stablecoins, parce qu'à un moment donné, ils l'ont même évoqué de le faire sur des blockchains comme Ethereum ou Solana, Mmh. Mmh. mais ça va s'appeler euro numérique et puis on va le contrôler parce que ça ne sera absolument pas un truc qui est décentralisé, etc., etc., mais Mmh. quelque chose sur lequel on va contrôler pour pouvoir vraiment faire en sorte que nos institutions elles aient encore une raison en fait d'exister. Ouais, et moi, là où ce qui peut me faire un peu peur, c'est que je trouve déjà que l'usage des stablecoins dollars, en fait, il représente un risque parce que, comme tu l'as dit, il y a possibilité de gel, que ce soit de Ouais, l'USDT ou de l'USDC, on l'a déjà vu. Ils ont le pouvoir d'agir sur la blockchain. C'est déjà très centralisé, en fait. tout à fait. Donc pourquoi ne pas utiliser déjà ces standards-là qui, malgré tout, sont quand même contrôlables? Mhm. En fait, c'est quoi l'intérêt d'aller chercher, d'aller créer encore autre chose? Est-ce que c'est pour créer encore plus de contrôle? Et ouais, j'ai un peu du mal à saisir le projet derrière de Bah, MMBC. moi, clairement, je pense que ça va vraiment dans cette volonté, en fait, de contrôler. Parce que quand on voit tout ce qui arrive, tu évoquais tout à l'heure DAC 8. Après, DAC 8, c'est pas uniquement européen, mais c'est quelque chose de mondial avec la directive CARF qui va avec. Mmh. Euh, Maintenant, on va dire, faut déclarer aussi les portefeuilles auto-hébergés. On va de plus en plus vers du contrôle, même au niveau de, je sais pas si tu avais entendu parler de ça, du chat control, donc Oui, contrôler les échanges en fait des personnes. Là, l'idée, pour moi, ce qui va derrière, c'est de se dire, on veut faire en sorte que personne ne puisse échapper à l'impôt. On va contrôler tout le monde pour être sûr qu'on puisse prélever et mmh, ponctionner dès qu'on en a besoin. oui, oui. Parce que Et ça les ça va impôts ça deviennent, va voilà, au-delà des impôts, quoi. Ça va ouais, c'est au-delà des ça. impôts. C'est vraiment contraire aux libertés individuelles, hein. Voilà, c'est ça. Donc contrôler vraiment tout ce que les gens font, les gens pensent, et bah, à un moment donné orienter leur volonté vers quelque chose, parce que bah voilà, on contrôle. Si on contrôle ton argent et on contrôle Mmh, les échanges en fait que tu as avec les gens, on peut très facilement en fait t'obliger à avoir certains obligé. comportements. Mmh,
Ouais, Donc, ouais, exact. ou en te disant, bah, t'as pas le droit en fait de faire cette dépense-là parce qu'on a décidé de le bloquer et puis on appuie sur un bouton, hop, tu peux plus t'acheter, je sais pas, ton steak haché parce que t'en as mangé bien Mmh. trop cette semaine. Enfin, Oui, oui, ou je on va dire sais par pas. exemple que ton argent, bah, tu dois le dépenser d'ici 30 jours, sinon il disparaît. Voilà, c'est Ouais, ça. tu vois, il y a tout un tas Parce que, de voilà, c'est ça. contrôles qui peut être mis en place et d'obligations avec la blockchain, hein. C'est, en fait, Exactement. c'est un outil qui est formidable, mais à la fois qui peut être très dangereux. Tout à fait. Donc après, tu vois, sur le point que tu évoquais tout à l'heure sur pourquoi les stablecoins sont déjà contrôlables, pourquoi ils veulent pas les utiliser, c'est justement à cause du côté il faut que ça vienne de l'administration. Parce qu'on a ce côté en Europe aussi, c'est Mm. l'administration voilà qui a des pouvoirs. Donc de se dire bah ce pouvoir-là, il est dans les mains de l'administration, pas d'une entité privée qui peut avoir en Oui, fait oui, c'est ça. Mm. voilà, c'est ça qui peut se dire bah moi je vais pas faire ce que vous me demandez parce que je veux satisfaire mes clients. Donc Mm. c'est pour ça qu'ils veulent vraiment garder, je pense, ce contrôle. Mais effectivement, les stablecoins, pour moi, en tout cas dans la partie fondamentale, dans la partie usage, se rapproche en fait de Bitcoin parce que on peut envoyer, recevoir de façon plus directe. Mais pour autant, dans la partie philosophie, sont très différents parce que dans les stablecoins, en fait, on a un acteur centralisé à qui on doit faire confiance. Mm. Mm. Alors que dans Bitcoin, l'idée, c'est de se dire, on ne fait confiance à personne. Tout le monde vérifie tout. Mm. Mm. Ensuite, il y a le côté, on peut bloquer en fait une transaction quand on veut. Quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais que par rapport au stablecoin, donc il transite sur plusieurs blockchains. Mm. Toi, tu apportes assez peu d'intérêt à la blockchain qui est utilisée? Pas tout à fait, Ouais. pas tout à fait. Après, en fait, aujourd'hui, le gros est sur Ethereum. Ouais. Le gros est sur Ethereum, donc typiquement là, il y avait un client avec lequel je travaillais cette semaine qui veut accepter en fait les paiements en USDT, en USDC et en Bitcoin en fait pour vendre des maisons. Bah, je lui ai dit, on a paramétré en fait son portefeuille froid, donc son cold wallet. Je lui ai dit, bah, n'active que Ethereum en fait pour l'instant parce que en Ouais. tout cas dans la partie stablecoin, 90% en fait de ce que tu vas recevoir est sur Ethereum, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher en fait une complexité en activant en fait d'autres blockchains. Donc aujourd'hui Ethereum représente on va dire le gros des stablecoins. Donc moi en tout cas dans ma pratique je m'intéresse que à ça en fait pour l'instant. Pour autant je me dis à mes clients que certains de vos clients finaux peuvent vous dire qu'ils ont du stablecoin. En fait, je ne sais pas s'il y en a sur Solana ou sur Tron. En tout cas, Tron arrive en deuxième. Donc à ce moment-là, on va dire on va activer ce qu'il faut. Il y a un peu d'activité aussi sur les layers 2 d'Ethereum, comme Ouais, Base, Base, ouais. Arbitrum. Mm, Enfin, Base, je pense que c'est le numéro un des layers 2 aujourd'hui en termes ouais. de. Et puis surtout très très moins cher Base. Et oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Après, les frais Ethereum ont quand même fortement Mm, diminué, hein. On n'est plus sur les montants qu'on a pu connaître en 2021, où là, c'était vraiment des centaines de délirant. dollars pour chaque transaction. Aujourd'hui, tu peux faire des transactions sur Ethereum pour 1 dollar. Voilà. Donc après, C'est selon les clair. montants, c'est sûr que si tu achètes ta baguette à 1 euro et que tu dois avoir 1 dollar de frais, c'est beaucoup trop élevé. Voilà, Mais c'est ça. si t'es sur des grosses transactions à dizaines, centaines, millions de dollars, ça représente que dalle. Voilà, c'est ça. Bah d'ailleurs, ça fait penser à Bitcoin. En fait, Bitcoin, quand tu veux faire les petites transactions, euh, Bitcoin Layer 1, en fait, tu oublies. C'est plutôt le Lightning Network, en fait, Hmm. qui est beaucoup utilisé pour les transactions, on va dire, petites au quotidien, parce que les frais, et puis ça aussi, c'est un autre point, en fait, qui intéresse les entreprises, qui sont ridiculement bas, quoi. C'est vraiment, des fois, sur Lightning, tu peux faire des transactions quasiment gratos. Ouais. Donc, pour un client, pour un commerçant, en fait, qui paye sur Stripe entre 3 et 4% en fait de frais, le Ouais. calcul est vite fait. Il va dire à ses clients, bah, je préfère que vous me payiez en Bitcoin ou en stablecoin
Tout comme on peut le voir quand tu vas dans certains magasins qui te disent bah, paye-moi en cash parce que le montant que tu veux me payer, ça sert à rien de le payer en fait en carte bleue, j'ai beaucoup trop de frais. Donc il y a des commerçants qui commencent aussi à comprendre, à se disant ah tiens, bah en fait c'est une alternative au réseau Visa ou Mastercard. Donc moi je vais inciter mes clients à me payer comme ça parce que sur la transaction qui passe en fait par Lightning ou par les stablecoins, je paye très peu de frais. Donc ça aussi c'est un usage en fait qui rend intéressant Bitcoin pour les commerçants. Ouais, ok, ouais, carrément. Voilà, donc du coup sur les grosses transactions, Bitcoin est super intéressant parce que déjà les frais de transaction ne dépendent absolument pas en fait des montants. Oui, Donc c'est pas un dépendent, pourcentage, c'est un montant voilà, fixe, quel que c'est un soit le montant montant. fixe. Donc moi l'exemple que j'aime bien prendre souvent c'est je sais pas si tu avais suivi cette histoire en fait d'une personne d'un portefeuille de l'ère de Satoshi qui s'était réveillé et qui avait transféré je crois 80 000 bitcoins en fait vers un autre wallet. Il a payé $500 en fait de frais de transaction. Et il l'a fait en une seule transaction. Donc c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses en fait sur ce sujet de est-ce que voilà c'est quelqu'un qui veut vendre en masse, est-ce que c'est pas Satoshi, enfin voilà, ou alors c'est quelqu'un qui s'est fait hacker. Enfin il y a eu beaucoup de bruit sur ce sujet, mais très peu de personnes ont parlé du point qui pour moi était fondamental, c'est-à-dire qu'on montre que la blockchain Bitcoin est bas à plate couture en fait Swift sur les transferts. Donc la personne a fait son transfert, que ça soit international ou pas, pour presque je sais plus combien de milliards en fait de dollars pour $500 de frais, c'est incroyable. Et il l'a fait de façon autonome, sans plafond, parce qu'il l'a fait en une transaction de mémoire ou deux, je sais plus. Mais ça, en fait, il y a aucune banque au monde en fait qui te permet de faire une chose pareille. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis ça peut se faire H24, 7 sur 7. Il y a pas de week-end, il n'y a pas Exactement. de férié, il n'y a pas de nuit. Voilà, c'est ça. Tu dois pas appeler en fait un conseiller bancaire qui te dit bah non, je peux pas. Il faut que tu m'envoies 15 justificatifs, etc., etc. Là, la blockchain Bitcoin s'en fout complètement. T'as tes clés privées, tu transfères, c'est tout. Ouais. Après, il faut reconnaître que l'État est quand même assez fort pour rigidifier et compliquer tout ça, hein. Moi, je peux le voir, je peux le voir dans mon usage personnel. Maintenant, les plateformes que j'utilise, qui sont des plateformes agrément, avec l'agrément MiCA, qui sont régulées, ou même qui étaient PSAN avant, aujourd'hui, tu dois tout justifier en fait. Quand t'envoies, tu dois déclarer si c'est une adresse qui t'appartient ou pas, et si c'est une autre plateforme ou un portefeuille décentralisé. Et en fait, ça, toutes ces informations-là, du coup, il les donne, enfin, il les récupère, il les collecte, et ensuite, il les transmet à l'administration, qui ensuite est capable, c'est là aussi la traçabilité incroyable qu'on a avec la blockchain, hein, les avantages, les inconvénients, hein, c'est une pièce avec ses deux côtés, où ils peuvent retracer, du coup, tous tes avoirs, et c'est quand même un peu inquiétant ce qui se passe. Voilà, tout à fait. Bah, les plateformes, elles ont commencé à se préparer déjà à DAC 8 parce que toutes ces informations, elles seront obligées de les envoyer. Donc là, ça va devenir de plus en plus difficile, en fait, d'échapper à tout ça. Et puis, du coup, moi, je pense que l'étape d'après, parce qu'aujourd'hui, les cryptos ne sont pas, en fait, dans l'assiette fiscale de l'exit tax. Donc, ça veut dire quand tu veux changer de résidence fiscale, aujourd'hui, en fait, si tu mets tous tes biens en crypto et que tu bouges, avec juste ta seed en fait dans ta tête, tu n'as zéro en fait, t'as zéro exit tax en fait parce que les cryptos ne sont pas dedans. Ouais. Pour moi, l'explication, c'est pas juste qu'ils ont oublié, c'est juste qu'ils ne savaient pas comment faire en fait. Voilà, c'est ça pour vérifier en fait que bah t'as les cryptos, voilà, c'est ça que tu es censé avoir. Donc maintenant, avec tous ces contrôles d'AC8, etc., je pense que ça leur permet de pouvoir rajouter les cryptos dans cette exit tax et puis surtout avoir rajouté la présomption en fait de culpabilité. Comme quand on te dit que si tu utilises Monero, etc., c'est que tu es forcément coupable de quelque chose. Je pense qu'à ce moment donné, ils se disent si tu veux pas en fait donner tes informations privées au gouvernement sur tes avoirs, c'est que bah t'es présumé coupable en fait d'évasion fiscale, donc on va pouvoir te mettre des amendes. Or, on voit très bien qu'aujourd'hui,
les institutions, elles sont pas capables de protéger les données personnelles en fait des individus. Donc c'est à chacun de protéger ces informations. Quand il y a des institutions comme l'URSSAF, France Travail qui se font hacker et que toutes les données en fait des gens fuitent, bah à un moment donné, c'est aux individus en fait de se protéger tout seuls et de masquer en fait leurs données. Mais ça, c'est un droit limite qui est refusé parce qu'on se dit, bah si tu le fais, c'est que tu as quelque chose à cacher, c'est parce que tu veux frauder le fisc. Donc, on va t'obliger en fait à donner les données qui vont finir en fait inévitablement sur le dark web pour des gens qui vont chercher en fait à te faire du mal. Ouais, c'est un risque qu'on connaît particulièrement bien en crypto. Ouais. Tout à fait. Et concernant l'accompagnement que tu fais aux entreprises, t'accompagnes c'est quoi un peu le type d'entreprise que tu accompagnes? Est-ce qu'il y a un type? Est-ce qu'il y a différents? Bah, il y a de toutes sortes. J'ai déjà fait un restaurant. J'ai déjà fait une entreprise qui vend du matériel informatique. Et puis là, je te parlais d'un client en fait qui vend des maisons, donc c'est assez. En fait, c'est ça qui est intéressant quand tu fais du paiement ou même quand tu parles de Bitcoin. En réalité, tu peux en parler à n'importe qui parce que il y a des problématiques qui sont résolues en fait pour n'importe quel type d'entreprise. Donc moi, dans le lot, effectivement, il y a des gens qui se disent ah ouais, ça va être sympa pour moi d'afficher en fait que j'accepte les paiements en Bitcoin. Parce que ça va me permettre justement d'être visible en fait de la communauté des gens qui ont du Bitcoin. Il y en a qui me disent ah ouais mais moi c'est le côté en fait accepter plusieurs cryptos parce que je suis dans un endroit touristique. Donc les clients qui viennent de l'étranger ils vont pouvoir payer en crypto-monnaie chez moi et à ce moment-là je vais convertir tout en euros parce que l'idée c'est vraiment juste d'attirer en fait cette clientèle parce que sur ma rue si je suis le seul en fait qui accepte en crypto il y a quelqu'un qui a de la crypto qui passe, bah il va venir chez moi. Donc c'est une façon de se différencier, de se démarquer. Donc ça peut concerner tout type d'entreprise pour peu que elle soit dans un domaine qui est attractif aussi pour la crypto, hein, donc dans une zone touristique ou autre. Et puis il y en a, ça va être tout simplement, moi je veux pas forcément afficher que j'accepte les paiements en crypto, mais j'en ai besoin en fait pour mes transactions. De pouvoir avoir un plan B en fait autre que la banque pour pouvoir échanger avec des clients ou des fournisseurs. Voilà, donc c'est des clients qui sont assez divers et variés. Donc moi ce que je fais dans un premier temps c'est d'analyser leur business, donc voir ce qu'ils font, comment ils encaissent, est-ce qu'ils encaissent en ligne, en carte bleue, en magasin, ou par d'autres moyens. Est-ce qu'ils font de la facturation, des virements, on analyse tout ça et puis en fonction de ça je vais sélectionner le setup technique en fait qui s'y prête. Donc il y a des clients où je leur dis ça sert à rien d'utiliser une gateway de paiement parce que vous allez payer des frais pour rien. Ce qui est intéressant pour vous, vu les montants en fait que vous avez, c'est de passer par des paiements on-chain. Donc vraiment de pair à pair, utiliser en fait Bitcoin ou les stablecoins, on va dire de la façon racine quoi, vraiment brute. Donc à ce moment-là, je vais configurer avec eux leur portefeuille, on va mettre quelques mesures en fait de sécurité parce que c'est des portefeuilles d'entreprise donc faut les sécuriser en fait de la bonne façon sans non plus que ça soit trop lourd parce que finalement si c'est trop compliqué, des gens qui s'y connaissent pas, ils vont abandonner. Donc on met tout ça en place pour qu'ils puissent recevoir des paiements en fait on-chain. Et puis souvent c'est des clients qui vont se dire moi je veux pas tout convertir en euros, donc c'est pas grave en fait de le garder en fait sur un cold wallet. Et puis il y en a en fait un restaurant, c'est hors de question en fait d'accepter des paiements on-chain. Il va le faire via une gateway de paiement où il va générer un QR code. Le client il vient, il scanne avec son wallet, c'est payé et puis c'est converti en euros dans sa compta. Ouais. Et au niveau du profil des dirigeants, c'est plutôt des gens qui sont avertis sur la crypto déjà? Ou il y a des gens qui disent, moi j'ai entendu parler de ça, j'y connais vraiment pas grand-chose, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? J'en ai eu de toutes sortes. J'en ai eu des gens qui sont du coup eux venus vers moi, que je les accompagne. Donc là, c'est des clients qui connaissaient déjà en fait la crypto, qui me disent moi j'ai de la crypto en trésor. J'achète en fait des cryptos tous les mois au compte de mon entreprise. Donc maintenant, j'aimerais bien passer à une autre étape, c'est de l'accepter aussi comme moyen de paiement, que les gens puissent me payer de cette façon. Ensuite, les clients que je démarche, donc ceux que je vais voir en fait pour leur proposer mes services, souvent c'est des gens qui n'y connaissent rien, qui me disent tiens
Bah, moi, Bitcoin, j'en ai entendu parler quand ça valait 100 $, j'en ai jamais acheté. Du coup, bah, souvent, c'est des gens qui, bah, voilà, on va dire une connaissance assez empirique de Bitcoin et des cryptos. Et du coup, bah, dans ce genre de cas, très souvent, on va dire la mission, elle va être plutôt de les évangéliser, de leur expliquer d'abord ce que c'est, d'expliquer la différence entre Bitcoin et les autres cryptos. Et puis souvent ils me disent ah bah finalement bon ça m'intéresse pas trop de l'accepter en fait comme moyen de paiement. Par contre, est-ce que tu peux m'aider en fait à en acheter? Donc à ce moment-là, je leur dis je ne suis pas conseiller en investissement, mais comme vous avez déjà décidé d'en acheter, bah moi ce que je peux faire avec vous, bah c'est de voir vous donner des tips en fait pour sélectionner une plateforme, etc., etc. Donc vraiment ça va dépendre de sur qui on tombe. Et il y en a qui me disent oh bah moi ça va être comme quand j'accepte les tickets restaurants, ça me fait un moyen de paiement en plus. Donc installe ton truc et puis c'est bon, j'accepte maintenant les bitcoins du moment que c'est converti en euros, ça me va. Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, je reviens sur l'écosystème crypto d'une manière générale. Mm, Toi, tu as mis ton attention sur Bitcoin, sur les stablecoins, mm. mais du coup, en tant qu'investisseur crypto, tu nous as parlé en introduction euh, que tu as découvert les cryptos quand tu as commencé à vouloir investir, tu t'es renseigné sur la bourse, sur les Ouais. ETF. Euh, en tant qu'investisseuse, du coup, tu es parti sur la bourse, sur les cryptos, sur Bitcoin. Comment tu gères ton portefeuille d'investissement? Alors effectivement, j'ai commencé avant même les ETF, comme je te disais, par des actions en fait en vif, donc avec OVH, donc l'action de la boîte dans laquelle je travaillais à l'époque. Donc on va dire c'est par ce biais-là que je suis rentré dans l'investissement. Ensuite, j'ai découvert les ETF. Je me suis dit mais c'est trop génial parce que choisir une entreprise. En plus, je m'étais planté, hein, donc avec OVH, je me suis planté. Après, j'ai pris Ubisoft, je me suis planté aussi. Donc, je me suis dit bon, les ETF, ça me semble le plus serein quand même. Donc, on va aller là-dessus. Et puis, bah, j'ai commencé à consommer beaucoup de contenu en fait sur la bourse. On va dire, et puis on va dire ça va crescendo. J'ai commencé par s'investir en fait de Mathieu Louvet, donc il parle beaucoup des ETF. Après, j'ai beaucoup consommé en fait Fidari, donc en voyant les différentes allocations en fait des gens. Et puis après, j'ai consommé des contenus, on va dire un peu plus poussés, euh, comme euh, comme Xavier Delmas, enfin voilà, ou Nicolas Chéron. Enfin, j'ai commencé à, à consommer des contenus, on va dire, un peu plus complets sur la gestion complète en fait d'un portefeuille, les notions de diversification, etc. Et c'est à ce moment-là que je me dis ah tiens, effectivement, il faut que je m'intéresse à la classe d'actifs crypto. Et quand j'arrive sur cette classe d'actifs, je me dis il faut que je fasse comme ce que j'ai fait en fait pour la bourse, c'est-à-dire comprendre en fait ce sur quoi j'investis. Donc, mais enfin, au début vraiment c'était du n'importe quoi parce que pareil. Puis je t'ai pas raconté aussi l'épisode où je sais plus en quelle année j'ai un ami, voilà mon meilleur ami en fait, on se dit ah tiens on va investir en crypto et on se dit bon non mais Bitcoin je sais pas combien ça valait à l'époque, c'est beaucoup trop cher donc on peut pas acheter un Bitcoin entier. On va dire on n'a même pas fait la démarche de se renseigner pour savoir que Bitcoin était divisible. Ouais. Donc on se dit on peut pas acheter un entier, donc on va acheter plein de petites cryptos qui sont en dessous en fait d'1 euro. C'est le truc de débutant classique. Et voilà. Et si ça va en fait à 1 euro ou que ça monte au prix de Bitcoin, là c'est bon, on est riche, on n'a plus besoin de travailler. Bien sûr, on perd tout notre argent Ouais. en faisant ça. Donc en revenant dessus, je me dis ah tiens cette fois je vais essayer de comprendre en fait ce truc avant d'y aller. Et c'est là que je commence vraiment à m'intéresser à la technologie blockchain, à tout on va dire le sous-jacent. Mais pour autant, en fait, dans les tout débuts, j'achète plein de tout et de n'importe quoi, des mêmes coins, enfin, et puis du coup, je me suis retrouvé avec une peut-être cinquantaine de cryptos. Ça va Et vite. à me dire mais et en regardant en fait des semaines après, à me dire mais pourquoi j'ai ça dans mon portefeuille, à quoi ça correspond, c'est quoi le truc. Mais en faisant en fait la démarche de m'auto-former sur le sujet, au fur et à mesure, je me disais ah tiens ça j'aurais pas dû l'acheter et à l'enlever en fait de mon Ouais. portefeuille, à réduire le portefeuille en disant mais ça j'aurais jamais dû l'acheter parce que enfin voilà quand je regarde la tokenomics,
etc. Le projet, ah ouais, ça rentre pas dans les critères en fait de ce que je veux. Et je suis passé de 50 à peut-être une vingtaine en fait de crypto. Et j'ai encore réduit jusqu'à ce que je me dise, mais en réalité, j'ai pas le temps de m'éparpiller en fait à comprendre tout Ouais. ça. Donc, on va dire, j'ai glissé vers le maximalisme en fait Bitcoin par pragmatisme, en me disant, Ouais. j'ai pas le temps de m'intéresser à d'autres choses. Je veux en fait lancer une entreprise là-dedans. Les cryptos en fait qui sont compatibles en fait avec le domaine d'activité dans lequel je veux travailler sont Bitcoin et les stablecoins. Donc mécaniquement, ça me fait d'une pierre deux coups. Donc quand j'étudie Bitcoin, bah c'est à titre pro et perso. Donc ça me fait gagner du temps parce que bah voilà, j'ai que 24 heures dans la journée, dont une grosse partie est prise par des activités, on va dire familiales. Donc et puis gérer une boîte, bah, il y a ton cœur de métier, mais il y a ta compta, il y a la création de contenu, il y a aller prospecter les clients, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai pas le temps de m'intéresser à 15 000 projets. Donc, j'ai fini par réduire, en fait, mon portefeuille crypto. Aujourd'hui, je crois que j'en ai 5 dedans. Donc, Bitcoin, Ether, AVE, enfin, voilà, j'ai vraiment réduit à une short list en me disant que mon objectif, c'est vraiment petit à petit d'aller vers uniquement, en fait, du Bitcoin parce que ça va être celle sur laquelle j'ai une vraie conviction à long terme. Et mon idée, en fait, c'est pas forcément en fait de faire des investissements en me disant je vais faire x10 en fait en un an, mais vraiment de construire un portefeuille en fait sur le temps long. Donc, bah d'où le fait d'aller vers des ETF et quelques titres en fait vifs, mais aussi en fait faire la même chose que je fais en fait en bourse, bah pour Bitcoin, en me disant bah je me focalise sur l'indice parce que pour moi Bitcoin est vraiment l'indice qui représente le marché des cryptos. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on n'a pas d'indice crypto. Alors, il y a des plateformes qui proposent un peu des indices, hein, soit des indices sectoriels, soit des Ouais, indices par capitalisation. Mais ça reste encore assez limité, je trouve, comme c'est usage. Il ça. n'y a pas vraiment encore d'ETF crypto standard ou qui a beaucoup de volume. Et, Ouais, c'est ça. qui est très attractif aujourd'hui. Ça Mm. manque, je trouve que ça manque un peu d'offres par rapport à Bah, ça. par rapport à ça, c'est vrai qu'on a des ETN, les ETP, mais c'est soit sur une seule crypto, soit sur un panier qui se dit, bah, je prends le top 10. Mm. Bon, c'est une façon de faire. Mais en fait, je me dis, c'est que Bitcoin vraiment représente, bah, on va dire une grosse partie de la performance en fait du marché, Mm. sans pour autant à s'exposer à des actifs qui vont être, enfin, moi la volatilité ça me gêne pas, mais c'est juste qu'ils vont avoir un fort niveau de risque. Mm. Donc, bah, il faut, on va dire, manager tout ça. Et puis, quand t'as pas beaucoup de temps, de se dire, bah, je vais aller vraiment creuser des petits projets, bien comprendre que vraiment là, il y a comment dirais-je, on va dire une performance intéressante à aller chercher. Bah, en Ouais. vrai, tu te dis, bon, allez, je vais me focaliser sur Bitcoin. Comme ça, je peux me focaliser sur mon activité professionnelle. Et puis, en vrai, moi, je prends vraiment plaisir à parler de Bitcoin Mm. justement parce que je me suis donné le temps de l'étudier en profondeur et le fait d'en parler en fait ça me pousse à me former encore plus, à regarder du contenu dessus, à vraiment comprendre cette technologie et à vraiment être capable de la restituer. Donc je me dis ce serait dommage en fait de diluer mon temps sur autre chose et finalement ne pas être capable quand j'arrive face à un client d'être au top en fait là-dessus. Donc j'ai aucun souci à dire à mes clients que bah moi les autres je connais pas très bien. Sur Bitcoin, je Mm. peux vous expliquer en fait ce que vous voulez. Et puis pareil sur les stablecoins, bah ça fait partie aussi de mon métier, donc je prends le temps quand même de bien me documenter aussi sur le sujet. Ouais. Et je reviens encore une nouvelle fois sur les différentes blockchains qui supportent les stablecoins. Ouais, Tu nous disais que Ethereum était celle qui était la plus utilisée, celle sur laquelle il y avait beaucoup plus de volume, et donc aujourd'hui, toi, tu allais plutôt utiliser ou recommander d'utiliser cette blockchain. ouais. Est-ce que si demain le gros du volume passe sur une autre blockchain, quelle qu'elle soit, est-ce que du coup tu suis les volumes? Oui, parce que de toute façon, ouais, j'ai pas le choix. Mm. Parce que un client qui bah, justement veut utiliser les stablecoins en fait pour faire ses transferts,
bah, il est obligé d'être compatible avec les blockchains en fait de ses interlocuteurs. Donc Ouais. du coup, à un moment donné, si c'est Solana qui devient la blockchain où il y a le plus de stablecoin, forcément, je vais suivre ce qui se passe en fait sur Solana parce que bah, j'aurai des clients en fait qui auront des portefeuilles Solana du coup. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, le VM, en tout cas, Ethereum et ses layer 2, en fait, ont vraiment, j'ai l'impression, conquis le cœur en fait des institutions. Donc les Ouais. institutions qui émettent des stablecoins. Donc pour l'instant, en fait, vraiment Ethereum, on va dire ça suffit. Mais pour autant, je reste quand même à l'écoute en fait de ce qui se passe ailleurs et je regarde si et puis là-dessus, en fait, je me dis, c'est mes clients qui vont me donner vraiment le feedback. S'ils me disent, bah, ah, tiens, là, moi, j'ai eu, on va dire, un interlocuteur qui voulait me faire des transferts, en fait, sur, je sais pas, Tron ou autre, bah, à ce moment-là, en fait, je vais voir comment je peux l'inclure aussi, en fait, dans ma pratique. Merci beaucoup, Elodie. Merci vraiment, c'était hyper intéressant. Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui œuvre pour Bitcoin, pour le développement, pour sa vulgarisation également. Comme tu l'as dit, tu es en contact avec des gens qui sont parfois novices, qui n'envisageaient pas forcément d'intégrer la crypto dans l'usage de leur entreprise et qui pourtant représentent un intérêt certain. Ouais, Donc c'est hyper intéressant de voir concrètement comment tout ça peut se mettre en place. Pour te contacter, ça se passe sur LinkedIn. Nous, en tout cas, ouais, c'est qu'on échange. Et ouais, ensuite, pour ceux qui veulent découvrir le contenu que tu proposes également sur YouTube, les interviews que tu réalises d'entrepreneurs, de gens qui mettent en place ces solutions-là, c'est sur ta chaîne du même nom, Elodie Luet. Donc je c'est ça. mettrai les liens en description, que ce soit ton LinkedIn ou ta chaîne YouTube, ce sera disponible en description. Donc merci encore du temps que tu nous as accordé. Et puis je te souhaite plein de réussite avec ton entreprise pour continuer à développer des solutions Bitcoin et blockchain dans les entreprises. Ça marche. Merci beaucoup, Joe, pour l'invitation. C'était vraiment un réel plaisir d'être de l'autre côté du micro cette Ouais, fois-ci. Et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire d'autres duos ensemble. Bah, cette fois, c'est toi qui viendra sur ma chaîne, voilà, pour qu'on puisse avec grand continuer à plaisir. échanger. Avec grand plaisir, on peut également prendre rendez-vous pour l'année prochaine. Parce Tout que là, à ton fait. entreprise, tu l'as lancée en mars de cette année. Ouais, Voilà, donc voir un peu comment ça a évolué dans un an. Est-ce que les tendances ont changé? Comment Bitcoin et les stablecoins s'insèrent petit à petit dans notre quotidien ou si c'est pas en France, dans d'autres régions du monde. tout à Voilà. fait. Ça sera top. Ça marche. Merci beaucoup, Joe. À bientôt. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.